peut-être ce poème de Verlaine qui dit « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui naît chaque fois, etc. » Alors, je ne suis pas ici pour vous parler des femmes que j'aime, je suis ici pour vous parler du rêve étrange et pénétrant que font les archivistes. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on essaye, nous, de collecter, de classer, d'inventorier les archives, de faire des inventaires comme cela. Les inventaires de la série B des archives de la Côte d'Or, dont je suis directeur, eh bien, ont été faits au XIXe siècle. Et nous, on s'est contenté de les numériser, de les rétroconvertir, de les transformer, enfin de les encoder en quelque sorte. Donc déjà, ici c'est pas mal parce que vous avez des mots qui apparaissent et qu'on peut rechercher grâce au moteur de recherche. Donc ça c'est déjà pas mal, c'est l'étape d'après. Et puis ce qu'on sait faire, nous autres archivistes et évidemment aux archives des Yvelines encore plus parce que il y a un travail de numérisation de très grande masse qui est fait. Donc je vous fais passer un peu tous ces inventaires qui nous permettent de savoir que folio 59, folio 458, on a quelque chose pour obtenir le bon entretien de la route de Bourgogne aux environs de Lyon. Et du coup, l'internaute se dit, tiens, ok, je vais feuilleter tout ça. Comment sont foutues les pages? Ah oui, page 1. Eh bien, je vais aller, je sais pas, mettons à la page 400. Je ne sais pas trop comment c'est organisé. Alors là, ça fait un peu beaucoup. On tâtonne, on feuillette. Je ne sais plus ce que j'ai dit, 458 peut-être. Donc ça permet quand même de s'y retrouver, ça permet d'aller chercher l'information. Voilà, 458. Donc je sais que route, etc. 380. Et je tombe sur cette page qui est pas mal. Troisième remarque des conseils, que la route de Dijon à Lyon passe sur la Bourgogne par nuit, donc Nuit-Saint-Georges, Beaune, Chagny, Châlons, Sensey, se termine au territoire de Mâconnais, au piève de Marderie, de milieu, au-delà de Sensey, que cette route continue sur le Mâconnais par Tournu, Montbelay, je ne sais pas si vous connaissez ces coins, etc. Donc, on arrive à un texte qui est, ma foi, assez lisible, hein. C'est un texte du 18e qui est vraiment qui est pas mal, mais du coup, oui, mais là, en fait, il faudrait le truc pour brancher l'écran. Mais ça va arriver, t'en fais pas. Oui. On a fait brancher l'ordinateur. Ah, c'est pas un câble USB. Ouais, c'est un câble USB, oui. Mais ça va, il va. Je suis désolé. Le rêve, quand même, de l'archiviste, c'est de se dire tout ça, c'est bien. C'est d'autant mieux que ça se lit quand même et qu'un généalogiste, même pas aguerri, un généalogiste débutant, arrive à lire ces écritures du 18e qui sont bien régulières. Et on se dit, il faudrait pouvoir passer l'étape suivante et trouver un système qui transforme toutes ces pages en JPEG, en pages en traitement de texte, qui transforme en réalité les archives numérisées en données, c'est-à-dire des données qui soient facilement accessibles à quiconque, bon ou médiocre paléographe, qui soit qui puisse être offert en fait à la voracité des robots qui travaillent, qui recherchent et qui brassent un peu tous nos sites d'archives comme ils brassent tout l'Internet. Et puis que ensuite tous les gens qui font de l'analyse de données puissent, voilà, quand ils rechercher, je sais pas moi, la fréquence du mot, enfin de certains noms, faire toutes ces analyses quantitatives que l'on peut faire sur des textes une fois qu'ils sont édités. Et au fond, l'idée, c'est de trouver un système qui permette une édition assez facile, voire automatique, de ces textes. Alors pas une édition au sens scientifique, avec la note en bas de page qui va bien, avec etc., mais une édition au kilomètre pour transformer de manière assez rapide, assez fluide ces pages de texte en pages de données. Alors une fois qu'on a dit ça,
ça paraît tout à fait simple. Regardez, formidable. Mais comme tout ce qui est simple en informatique, c'est assez compliqué à faire. Voilà. Merci beaucoup. Si jamais c'est mangé, vous me dites, je reviendrai vous remercier. Non, 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 je le titillerai suffisamment Oui. fréquemment pour qu'il ne soit pas Très bien. braque. Merci beaucoup. De rien. Et alors, je vais vous raconter l'histoire comme elle s'est passée. On est à Dijon, et comme partout en France, on sort du confinement au printemps avec des amis. On se dit, tiens, la consigne de ne pas sortir à plus d'1 kilomètre de chez soi est maintenant obsolète. On va faire une promenade. Et comme vous savez, il y a les philosophes antiques, les péripatéticiens qui avaient trouvé que les bonnes idées arrivent quand on marche. Et cet ami qui est ingénieur à la SNCF, qui s'intéresse un peu à nos histoires d'archives, me dit, tiens, on travaille avec une société d'intelligence artificielle qui a fait une levée de fonds et qui cherche un lieu pour accueillir tous ces bailleurs de fonds. Je dis, écoute, pourquoi pas? Vous savez, c'était l'époque où pour trouver un restaurant, pour trouver une salle, c'était assez difficile. J'ai dit, ben, on pourrait essayer peut-être de les accueillir. On se met d'accord, on fait une convention, ils lâchent un billet, naturellement. Et je leur dis, ben, dans la prestation, il y aura le pot qui sera dehors dans le jardin, pour des raisons sanitaires. Mais moi, je vous propose de vous faire visiter les archives. Et j'avais repéré que, je savais qu'il y avait dans l'équipe quelqu'un de, directeur de la recherche et du développement, un savant, toujours à l'affût de nouveaux trucs, etc. Du coup, toute l'équipe, eh bien, je les emmène et je leur montre des pages d'écriture, des pages des archives des ducs de Bourgogne au XVe siècle, des pages comme celle-là, des pages plus difficiles. Et je vois les yeux du directeur de la recherche et du développement qui brillent et qui dit « Ah, mais c'est génial, on fait de l'intelligence artificielle pour déceler les anomalies sur les pantographes et pour anticiper sur les difficultés ferroviaires, on pourrait faire ça pour le... » Et j'ai vu immédiatement les yeux du directeur général, dit « Attends, Michel, doucement, on a déjà pas mal de projets en cours, alors on va déjà bétonner ce qu'on a. » Et la chance a fait que ce directeur de la recherche et du développement avait une casquette de professeur dans une école d'ingénieurs intégrée à l'université de Dijon, qui s'appelle les IREM, et il me dit, moi ça m'intéresse, c'est difficile de le faire avec la société, je vais proposer à un étudiant en 5e année d'école d'ingénieurs de faire un stage là-dessus. Le stage s'est révélé concluant, il y a eu déjà quelques résultats, et moi je suis allé au Charbon, au département de la Côte d'Or, en disant, écoutez, là il y a quelque chose de vraiment intéressant. On a un étudiant qui est maintenant diplômé de cette école d'ingénieurs, qui est motivé, donc on l'a pris pour 3 ans en thèse. Donc ça compose une équipe que je vais vous présenter, donc nos personnalités beaucoup d'importance, mais c'est intéressant de voir comment, avec quelle équipe pluridisciplinaire, on peut lancer ce genre de projet. Donc il y a votre serviteur, il y a Cécile Robin, qui est chargée d'études documentaires chez nous et qui, en quelque sorte, est la cheville ouvrière de ce projet qui est, par essence, collaboratif. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, avant que vous lui ayez donné à manger, elle n'est pas très intelligente. Elle est même une bête comme ses pieds. Elle ne comprend rien, elle vous donne des résultats totalement erratiques. Donc, donner à manger à cette machine, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui donner des pages d'écriture comme celle-là et lui donner à côté un fichier Word, tout simplement, avec la transcription exacte, c'est-à-dire même s'il y a des fautes d'orthographe, même s'il y a vous voyez ici qu'on a chargé, là il n'y a pas d'espace, donc mais il y a quand même une apostrophe, donc voilà, il faut pas se louper, il faut que la machine ait des choses extrêmement précises à manger. Donc c'est le travail en fait de Cécile Robin de coordonner cette équipe de bénévoles. Alors ces bénévoles, qui sont-ils? Eh bien, c'est extrêmement simple. Ce sont des paléographes amateurs, mais à qui nous proposons depuis de nombreuses années des cours de paléographie. On propose 4 niveaux de paléographie, du plus simple au plus complexe, et pour une somme symbolique par an.
dans le cadre des Amis des Archives. Et beaucoup de ces gens-là nous ont dit, écoutez, voilà, en gros, vous nous donnez, nous on va vous rendre, on va transcrire un lot de 10 pages. Ah ben tiens, j'ai un peu de temps, la saison froide, je fais 10 autres pages, etc. Et on en est à 500 pages, si vous voulez, ce qui fait pas mal de lignes. Mais évidemment, il faut les piloter, il faut répondre à leurs questions. Et donc, c'est important qu'il y ait une archiviste qui soit là. Il y a naturellement les deux directeurs de thèse, la directrice en direct et qui est professeure de psychologie. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais ça ne l'est pas parce que les écritures anciennes, ce ne sont pas simplement des traces d'encre sur du papier, c'est la production d'un cerveau qui est appliqué par la main. Et donc, essayer de comprendre la façon dont les cerveaux et les mains des scripteurs du XVIIIe ont fonctionné, ça peut être aussi une affaire de technologie, de psychologie, pardon. J'anticipe, c'est aussi une affaire de technologie, et c'est la raison pour laquelle le co-directeur de thèse, lui, est professeur, alors juste émérite, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas diriger la thèse, mais en intelligence artificielle. C'est de lui qu'est née l'idée de faire ce projet. On complète naturellement avec un ingénieur de recherche au CNRS qui dépatouille toutes les questions d'informatique. Il faut un peu de sciences molles quand même, après toute cette science dure, et vous avez ici un professeur d'histoire moderne de l'université de Dijon, dont la spécialité est justement les registres des décrets des États de Bourgogne, c'est-à-dire ces documents que je vous ai montrés ici. Il connaît, sait comment ça s'organise, etc. Donc c'est important aussi de pouvoir bien le comprendre. Naturellement, l'étudiant, donc à 24 ans, c'est le genre d'étudiant qui a un profil de geek. Je pense qu'il se relève la nuit pour allumer son ordinateur et essayer des lignes de code. Vous voyez, c'est vraiment des gens mordus. C'est pas comment je m'occupe un peu de formation, enfin comme nous tous, c'est pas tellement le profil des jeunes archivistes qu'on a, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on a un profil tout à fait différent et on raisonne pas toujours de la même façon, ce qui rend le projet parfois c'est un peu complexe ce dialogue, mais c'est ça qui est enrichissant justement, c'est qu'on essaie de comprendre ensemble, travailler autour d'un même objet. Et puis Raphaël Lefebvre, donc, qui est l'ingénieur qui a fait le lien en fait, entre nous tous et qui participe bénévolement à ce projet et qui a notamment monté, alors on ne travaille pas sur l'algorithme lui-même, hein, qui est basé sur une technologie qui s'appelle Mask RCNN, à propos de laquelle vous pourrez trouver des détails dans la plaquette qui est ici en ligne, mais c'est lui qui a monté ici cette interface. Et voilà comment ça marche. Vous prenez une image qui est une image comparable à celle qu'on a vue tout à l'heure à l'écran, et au fond, le système travaille en général en 25 secondes. Alors quand on est sur la base, c'est un peu plus rapide. La base de démonstration ici est quand même un peu plus longue. Normalement, ça devrait foirer comme toutes... Ah non, toutes les démonstrations normalement foirent, mais non, une fois n'est pas coutume. Et vous comprenez que le travail la machine travaille en deux fois. Elle fait en deux phases. Il y a d'abord une phase ici de segmentation, c'est-à-dire que les lignes sont segmentées. Il y a le système les entoure au plus près, et ce qui permet, vous voyez, bon là il y a sans doute un petit problème parce qu'il y a une tache d'encre, mais ça évite de prendre les transparences, ça évite de prendre trop d'informations adventices et qui n'est pas souhaitable de prendre. Et puis à droite, vous voyez que quand on clique sur une ligne, voilà, partant la recette excède la dépense de sel d'1 million. Vous voyez que il y a des problèmes d'espace ici notamment, mais que sur ce type d'écriture, c'est à peu près convenable. Alors, je ne vous présenterai pas donc le fameux transformer, je renvoie à la plaquette, on pourra regarder ici. Je
peut pas faire tellement mieux que de lire en fait ce dont il est question. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est que quand l'ingénieur nous parle de ces lignes de code, de la façon dont il va optimiser, etc., ben, on le croit sur parole, de la même façon que quand on lui parle de la manière dont les États de Bourgogne co-dirigent la province avec le pouvoir royal. Voilà, pour lui, il a découvert l'autre jour ce que voulaient dire les lettres SAS. Ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas les fameux romans avec San Antonio, mais c'est son Altesse Sérénissime, qui est le prince de Condé, qui, depuis son château de Chantilly, était gouverneur de Bourgogne. Donc, vous voyez, il y a des choses qui découvrent, et nous aussi, il y a des choses qu'on découvre. Il va essayer de développer encore ce que vous avez vu, d'améliorer la segmentation, mais c'est déjà pas mal, mais surtout d'améliorer la transcription. Et j'y reviendrai. Mais il y a une autre approche, hein, je lis ici, plus fondamentale, je lis pour éviter de dire des sottises, sera d'étudier une architecture bio-inspirée à base de réseaux de neurones impulsionnels. Autrement dit, c'est une approche neuro-inspirée. Alors on ne sait pas ce que ça va donner dans sa recherche fondamentale, peut-être que ça sera une impasse, peut-être que... Mais en tous les cas, à côté du perfectionnement de ce que vous avez vu dans la démonstration, il y aura cette nouvelle approche qui peut-être sera révolutionnaire, qui peut-être sera une impasse, mais on est là dans une thèse de doctorat. Donc nous, département, on finance quelque chose qui est prometteur, mais qui est malgré tout incertain. Voilà, il y a un risque. C'est assez normal. Par contre, si ça marche bien, ben ça rendra vraiment service à tout le monde. Voilà, avec ce type d'écriture, on arrive à un taux d'erreur de 8%. On était à 12 et encore il y a quelques mois. On va essayer de le faire baisser. Et puis, on entraîne donc la machine de manière, ce qu'on pourrait dire, en tache d'huile. C'est-à-dire qu'on part de celui-ci, qui est le C3004, donc la série C, la cote C3004, et puis on fait le C3003, le C3002, le C3005, c'est-à-dire ceux qui sont chronologiquement immédiatement avant ou immédiatement après. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de l'entraîner à tâche de léopard, c'est-à-dire prendre une écriture qui est du 18e, qui n'est pas radicalement différente, mais qui est quand même assez différente, et voir ce que ça donne. On les teste 5 pages, puis on voit que c'est complètement erratique. Donc on se dit, là, c'est pas bon, il va falloir entraîner à mort sur ce type d'écriture-là. Donc il nous en faut 50. Donc on propose à nos internautes bénévoles, pardon, à nos, comment dirais-je, transcripteurs bénévoles, on propose 50 pages d'une autre écriture. Si on voit au contraire que c'est assez bien, que c'est... on se dit on est sur la bonne direction, on va essayer peut-être d'entraîner un peu, et puis l'ingénieur, il regarde ce qui ne va pas, il essaie de voir pourquoi est-ce que ça donne ce résultat-là. Donc il y a un travail aussi, alors lui il travaille pose cette question-là sur le code, mais nous on se dit aussi, ben c'est peut-être parce que la confusion vient de tel scripteur qui met pas par exemple les points au-dessus des i, mais les décale, ce qui fait que la machine elle ne voit pas. Voilà, on essaye de comprendre avec la double approche paléographique et informatique. Les difficultés, ce sont les transparences, parce que il y a des transparences qui sont très transparentes. Et du coup, si l'encre du recto, du verso, enfin de l'autre côté, apparaît de manière... ça pollue. La question des mots collés aussi. Vous voyez, les années dernières, l'essai de remplir les mauvais pas. Donc l'essai, c'est L', E, 2S, A, Y. Le fait que ce soit un Y, c'est pas grave, parce que pour l'instant, c'est pas sémantique, comme il lit des lettres et puis point final, ne se pose pas vraiment la question. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas d'apostrophe ni d'espace entre L et essai, ça peut lui poser un problème.
puis il y a aussi la question, excuse, je rentre dans les détails, mais je crois que c'est le lieu des chiffres en fait, qui sont, bon, il y a des chiffres évidemment ici, il y a des chiffres barrés, mais il y a des chiffres aussi qui sont dans le texte. Donc quelquefois il a du mal aussi à les lire. Pourquoi est-ce qu'on est parti sur ce type d'écriture-là pour l'expérimentation? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, d'abord, ça n'existait pas sur le marché. Il y a, vous verrez à travers les présentations qui ont été faites et qui sont faites cet après-midi, il y a plusieurs entreprises de ce genre. Il y a notamment nos collègues des Archives nationales qui ont travaillé sur l'écriture de la chancellerie royale française au XVe siècle, donc avec du latin et des abréviations. Vous avez les collègues du Minuté central qui travaillent sur des répertoires de notaires, mais qui sont présentés sous forme de tableaux, alors qu'ici on est dans du texte libre. Vous avez des gens qui travaillent sur le 19e siècle, c'est l'entreprise Sockface, la société Teclia, qui va appliquer à l'intelligence artificielle tous les recensements de population français entre 1836 et 1936. Du texte libre, l'écriture de commis 18e, il n'y avait pas encore de chantier là-dessus. Donc autant qu'on se mette là-dessus. Parce que, vous l'avez compris, c'est quelque chose d'expérimental. Si quelqu'un avait la panacée pour toutes les écritures de toutes les archives de France, ça se saurait déjà. Donc, quitte à chercher, autant chercher dans ce domaine-là. La raison suivante, c'est que cette écriture est quand même assez lisible, et notamment lisible pour un ingénieur de 24 ans, du 21e siècle. Si c'était une écriture de 1580, que vous ne savez pas regarder dans quel sens, et qui ressemble à un plat de spaghettis, ça serait pas très sympa pour lui. Il faut qu'il puisse quand même s'y retrouver. La troisième raison, c'est que toutes ces délibérations des États de Bourgogne, elles racontent une histoire. On parle du territoire, etc. Et donc, on a pensé aussi à tous ceux qui font les transcriptions. S'il fallait transcrire des décisions de justice attendues que nanani, nanana, vous savez, des choses assez longues, assez répétitives. Là, à chaque fois, ça raconte une histoire. Donc, c'est quand même plus plaisant, c'est quand même plus intéressant. Et puis, la dernière raison, c'est que ce type d'écriture, dont l'archétype est évidemment à Versailles, dans les bureaux des ministères au XVIIIe siècle, mais dont la forme se répand un peu partout. Vous voyez, les commis aux écritures des États de Bourgogne, ou bien dans les intendances, ou bien même un certain nombre de juridictions. Des pages comme ça, il y en a des millions dans les archives de France. Donc on se dit que si on arrive à vraiment travailler dessus avec de bons résultats, eh bien ça sera applicable à potentiellement des millions de pages d'archives, et ça pourra intéresser potentiellement des dizaines ou des centaines de centres d'archives. Alors je dis des centaines de centres d'archives, j'exagère un peu, mais des centaines d'utilisateurs. Parce que, au-delà des centres d'archives, il y a évidemment vous, généalogistes, que ça peut intéresser. Et puis au-delà, tout histoire locale, histoire des familles, bref, tous ceux qui ont besoin de lire, de faire des recherches dans ces textes. Et évidemment, si les textes sont tous, alors on ne dit pas océrisés, on dit HTRisés, handwriting, translation, je sais pas quoi, recognition. Si tout est HTRisé, il vous restera à faire un contrôle F pour savoir si le patronyme qui vous intéresse est contenu dans le texte. En gros, ça peut faciliter considérablement le travail des archivistes, des historiens, qu'ils soient professionnels et qu'ils soient amateurs d'histoire, des généalogistes, des sociétés savantes. Et nous autres archivistes, de nos missions, c'est quand même de démocratiser toutes ces archives, de les rendre accessibles au plus grand nombre. La numérisation et la mise en ligne, on fait déjà beaucoup, depuis 20 ans, vous le savez, mais voilà, c'est l'étape d'après. Donc pour toutes ces raisons, on a choisi cette écriture. J'ai déjà parlé des relations exigeantes entre ingénieurs et archivistes. J'ai parlé, alors là, je file la métaphore informatique, de la nécessité d'avoir des interfaces, c'est-à-dire des gens, quand vous avez un ingénieur qui vous parle en code, et puis vous, archiviste, vous avez l'impression d'être un peu comme un marin dans les Tontons Flingueurs, à faire des phrases. Il
les malentendus peuvent arriver assez vite. Quelquefois, on ne parle pas tout à fait des mêmes choses. Donc, il faut que, de ce point de vue-là, dans l'équipe, Cécile Robin, qui est notre chargée d'études documentaires, d'une part, Raphaël Lefebvre, qui est ingénieur, servent aussi d'interface, parfois de tampon, dans l'équipe. Mais je dois dire que ce dialogue exigeant, c'est parce qu'il est exigeant qu'il est passionnant. Donc là, je parle du point de vue professionnel, c'est un projet qui, quand on dit, si vous voulez, on fait un truc transdisciplinaire, interdisciplinaire, ça veut dire qu'on met un archiviste, un historien de l'art, un historien, je sais pas moi, du droit, puis on se dit, ok, on a fait un truc interdisciplinaire. Mais en réalité, c'est passionnant, c'est intéressant, et on parle tous le même langage. Alors que là, les sciences dures et les sciences molles, le choc est quelquefois assez intéressant, on va dire. Quelles sont nos perspectives? Augmenter la puissance de calcul, donc ça c'est une histoire de machine. Enfin, bon, quand on parle de machine, c'est 20 000 balles, 30 000 balles, voilà, donc c'est aussi du financement. C'est le département qui finance, donc en gros, 3 ans de thèse, c'est 120 000 €. On a une aide du ministère de la Culture, ça s'appelle le PNVCC, le Programme National de Valorisation des Contenus Culturels. Et puis, moi, je le dis parce que ça montre aussi qu'on travaille avec un territoire, nous autres en archives départementales. J'ai une élève de paléographie dont le mari est vigneron à la Douai-Sérigny, et donc qui a lâché 2 000 €, voilà, à titre de mécénat pour la société. Et puis, je connais un avocat dont le fils est étudiant en histoire, et en 3e année d'histoire, et l'un de nos transcripteurs, et le père a lâché 1 000 €. Mais vous voyez, je trouve que c'est intéressant quand même. Et puis il y a la SNCF du coup qui nous transporte, qui nous offre des billets de train. C'est quand même intéressant que puisse y avoir aussi sur les territoires des relais. Je ne désespère pas, il reste encore 2 ans de thèse, de trouver des financements complémentaires qui allégeraient le reste à charge du département. Améliorer la segmentation ici, et surtout pour le coup, améliorer la transcription. Alors, de ce point de vue-là, on est en train de passer, pour les travaux qu'on demande à nos collaborateurs bénévoles, on est en train de passer de la transcription à la correction. C'est-à-dire que le système, arrivant à un certain point, on va segmenter et transcrire automatiquement des pages qui sont numérisées, et on va demander au public non pas de les transcrire, parce que c'est déjà fait, mais de corriger la transcription de la machine. Et de manière que les corrections apportées par les bénévoles, voilà, que ça fait un cercle vertueux. Ça fait un retour. C'est moins long aussi. On peut trouver que c'est austère, peut-être un peu moins gratifiant que de faire une transcription, mais c'est quand même moins long, ça veut dire qu'on peut en faire plus. Il y a toutes les chances donc que le système puisse se nourrir et gagner en efficacité. Il faut l'alimenter, voilà, c'est ça. C'est comme si on veut que le foie gras soit bon, il faut quand même gaver la loi. Et voilà, l'intelligence artificielle parfois est un peu bête comme une oie d'ailleurs. Voilà, comment ? Il faut lui apprendre à lire. Il faut lui apprendre à lire. Voilà. Et puis on élargit le corpus, c'est-à-dire que la dernière fois à Troyes, notre congrès, séminaire annuel des archivistes français, du coup, notre collègue de Haute-Garonne, Anne Goulet, m'a dit « Ah, mais dis donc, on a transcrit avec les paléographes des visites pastorales 18e en Comminges, enfin dans le sud de la Haute-Garonne. Je peux te donner les images et la transcription. » Donc ça, c'est intéressant, on a commencé à travailler dessus. Alors pour le coup, j'en reviens à Verlaine, c'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, l'écriture. Donc c'est pas mal, on n'est pas loin, donc ça c'est... Et puis l'autre jour je faisais une présentation aux Archives nationales et il y a quelqu'un qui assistait qui me dit « Ah mais moi j'ai fait un Master 2 sur une manufacture royale à Brive-la-Gaillarde et j'ai pas mal de dépêches entre l'intendant du Limousin et les bureaux de Versailles, entre l'intendant du Limousin et le directeur de la manufacture, et j'ai fait les transcriptions pour mon Master. Moi je peux vous les mettre à disposition, il y en a quelques pages. » Donc voilà, on va essayer aussi de varier un petit peu, d'entraîner avec des écritures un peu différentes. L'objectif, c'est donc d'obtenir des résultats très satisfaisants pour le 18e français. Si on participe,
aussi souvent que possible à des réunions comme aujourd'hui ou comme celle qu'il y a eu aux Archives nationales mardi. C'est aussi pour confronter nos résultats et nos méthodes aux autres projets, puisqu'il y a des collègues ou des labos en France, en Europe qui travaillent aussi, donc on essaie de voir un peu ce qui marche, ce qui ne marchait pas. Ce qui risque d'arriver, c'est que les solutions convergent vers des outils adaptés à un maximum d'écritures différentes, même si moi je ne sais pas dire si il y aura à terme, dans 10 ans ou dans 15 ans, un système qui marchera pour toutes les écritures, ou bien s'il y aura plusieurs systèmes. Moi je ne suis pas ingénieur, donc je ne me prononce pas. On avance un peu dans notre couloir, mais on regarde quand même un peu ce qui se passe dans le couloir des autres. Et puis, notre objectif, c'est de rendre accessible au plus large public toutes ces pages dormant chez nous, mais selon une modalité qu'il faudra définir. Alors là, je passe de Verlaine à La Fontaine. On ne va pas être comme Perrette et le pot au lait, vous savez, qui vaut vache cochon, et puis finalement son pot au lait tombe, et puis tout est parti. Perrette, songeant à des châteaux en Espagne, on oublie qu'il faut que le pot reste en équilibre. Donc néanmoins, on commence à réfléchir si vraiment ce projet donne répond à nos attentes. Quelles seront ces modalités de mise à disposition du public? Est-ce que un département est là, est conçu pour exploiter une licence, pour vendre une licence, pour exploiter un brevet? Est-ce que c'est intéressant de mettre un produit comme ça en open data en disant aux gens vous l'appropriez et puis vous vous en débrouillez, sachant que un produit comme celui-là, il a de l'intérêt que si on continue à gratter dans le code pour améliorer les prestations d'une part, et si on continue à l'entraîner pour voyez, qu'il obtienne une puissance sur un nombre de plus en plus grand d'écritures. Donc open data c'est beau, mais est-ce que c'est vraiment la formule? À ce stade, moi je n'ai pas beaucoup d'idées, je n'ai pas vraiment le profil du start-upper, donc c'est pas moi qui le ferai. Le département de la Côte d'Or a mis quand même pas mal de sous, et il ne serait pas injuste qu'il revienne un peu sur sa mise si c'était si tout le monde se l'approprie. Mais clairement, dans mon idée, dans l'idée de l'équipe, si un produit comme celui-là fonctionne, c'est intéressant que ça puisse être mis à disposition des généalogistes, des historiens, d'une manière raisonnable. Et je dirais même qu'il y a une autre idée, si vous voulez, c'est que vous avez une vitesse d'acquisition ici de 20 secondes. En réalité, je pense qu'on arrivera à 5 ou 10 secondes, et on pourrait imaginer que le système soit intégré à un scanner, et à mesure que vous scannez les pages, elles sont en temps réel, à la volée, elles sont HTRisées, c'est-à-dire que au fond, vous voyez, numérisé, il faut soulever le truc, il y a les vérins, ça prend 5 à 10 secondes. Donc en gros, l'opérateur fait le travail, il va prendre un café, et puis l'HTR finit le travail pendant que sa pause café, et en 1 heure, il a numérisé, HTRisé. Donc voilà, ça ouvre des perspectives qui sont grandioses. Quel taux d'erreur est escompté à la fin? Il faudrait que sur toutes les écritures, on soit à moins de 5%. Oui. Parce que, en fait, entre la première et puis le résultat final, il y a encore une opération manuelle, en fait. C'est-à-dire de correction? De correction. L'idée, c'est qu'on puisse dire, ok, il y a 3-4% d'erreurs, mais on s'en contente. On peut corriger si on veut, mais ça nous satisfait. Et 3-4%, c'est pas tellement plus qu'un transcripteur humain, quoi. Quand vous transcrivez des textes, il y a toujours un petit machin qui vous échappe. Mais que ça ne vous lâche pas des trucs énormes, si vous voulez, pas des choses aberrantes, mais si c'est des lettres des mots qui sont collés ou des... Après, il faut effectivement se mettre d'accord sur ce qui est acceptable, ce qui est admissible. Est-ce que vous pensez vendre ça à une société privée? Écoutez, là, il y a 6 mois, on a fait une présentation à l'école des chartes, et l'homme de chez Teclia, qui est la société qui fait Sockface, moi je m'attendais à ce qu'il pose une question technique, il a levé la main et il dit: quel est votre modèle économique? Écoutez, ça fait 6 mois que... voilà,
dans ma tête, je me suis dit, c'est tout à fait flatteur, mais enfin bon, on n'en est pas là, quoi. Ah oui. Mais effectivement, pour industrialiser, peut-être que pour industrialiser, après les 2 années de thèse qui restent, il faudrait une ANR, vous savez, alors, je ne sais plus quel est l'acronyme, mais c'est quelque chose qui est subventionné par le ministère de l'enseignement supérieur. Comment ? Un partenariat qui permette de peaufiner et d'industrialiser. Exactement. Une fois que c'est un retour financier qui vous ait un retour. Indépendante, puis il y a un retour quand même. Voilà. Oui, qui ait un retour, mais que ce ne soit pas une société privée qui bénéficie de tout. Bah, vous savez, on est assez bien placé dans le milieu de la généalogie pour savoir qu'à la fin des fins, c'est soit les Israéliens, soit les Américains qui ramassent la mise. C'est ça. Hein. Je le dis sans... C'est la crainte. Bah, c'est comme ça que... Et que c'est eux qui revendent des trucs. Ouais. Bah, voilà. Et moi, je fais partie de ceux qui, il y a 10 ans, se sont battus, y compris devant les juridictions administratives, pour que ça se passe pas tout à fait comme ça. Mais à la fin des fins... voilà, vous avez autour du cou... voilà, c'est ça. Exactement. Donc, pourquoi pas? Mais que les choses se fassent quand même en bonne intelligence et que, du point de vue financier, ça ne soit pas du piratage. Donnant, quoi. Exactement. Ah oui, que vous Quels sont récupériez. les domaines que vous voulez traduire, en fait, vous voulez les transcrire Bah, dans les archives? La totalité. écriture 18e Et tout, en France. que ce soit notaire, état civil. Bah, les notaires, quand on sort de cette écriture administrative, on arrive dans des domaines un peu différents. C'est-à-dire, vous le savez bien, bon, les notaires, alors les beaux notaires, les belles études versaillaises ou parisiennes, enfin dans les fonds de province, le 18e, ils n'écrivent pas comme ça. Et dans les juridictions, c'est pareil, c'est pas la même. Donc, Oui, parce que ça peut aller plus loin. comment? Ça peut aller beaucoup plus loin. Bah, on espère, oui. Bah oui. On va y travailler, mais on commence, si vous voulez, par... Madame, vous avez... Oui, merci. Au-delà de l'application et de l'interface. Oui, mais c'est eux qui causent maintenant. C'est pas moi qui cause. Au-delà de l'application et de l'interface, j'allais dire, de travail, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait une interface développée pour restituer, en fait... Oui, à terme, enfin c'est presque fait, mais je ne vous le montre pas parce que c'est pas nickel, mais ça exporte un PDF. Voilà, c'est ce que je veux dire, la restitution au grand public, aux chercheurs. Votre question est excellente parce que justement dans les colloques, on se dit ah oui, mais on va l'exporter en TEI, c'est-à-dire des choses encodées avec les zones et machin. Et ce qui peut être excellent, notamment quand vous avez un programme sur, par exemple, les registres de délibération capitulaire de Notre-Dame de Paris. Donc là, ils étudient les zones et ça fait un résultat qui est très bien, mais dont je ne sais pas s'il est portable sur d'autres projets. L'idée, c'est qu'on ait, nous, un produit grand public qui fasse une HTMLisation au kilomètre et qui produise du texte, mais des choses simples, quoi, PDF ou... C'est souvent ce qui manque dans ce genre de projet. Voilà, mais là... Ouais, si vous voulez, cette interface-là, elle permet, oui, quand je clique sur la ligne, paf, j'ai la ligne. Donc, c'est une interface de travail, de correction, mais ensuite, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se fasse foutre dehors? Non, ils sont bien, hein, chez toi, ça. Oui, ça. Oui, parce qu'il y a plein de choses passionnantes après. Il y a vraiment des limites au niveau des écritures, en période ou... Je sais pas, vous avez en tête l'écriture des années 1580? Quand on arrive au XVIe siècle, 1700 et quelques, il y a vraiment des difficultés. Oui. Ouais. Plus on va dans le temps. Oui et non, c'est-à-dire que vous voyez, autant les archives nationales pour l'écriture de la chancellerie royale pour le XVe siècle, c'est finalement assez bien réglé. Mais quand vous regardez les notaires ou les notaires au Châtelet, 1580-1640... Il n'y a pas de normes. Mais ici, les gars, je ne sais pas s'ils avaient froid ou si c'était feignant, mais il n'y avait pas très souvent la plume, si vous voulez. Et... Oui, c'est un peu... Attends, là, il y a combien de jambages? 7, 8, 9... Plus le trait. Plus le trait. Voilà. Et des arabesques. Plus les... Oui, les fleuricures. Donc là, honnêtement, oui, là, c'est du gâteau, si vous voulez. Alors, en réalité, on peut imaginer les machines qui vont analyser l'écriture, secteur par secteur, c'est-à-dire région par région, et puis... tellement du moyen. C'est un peu la Transcribus. Voilà, donc effectivement, il y a une plateforme Transcribus
avec Kraken, et qu'on a choisi de ne pas choisir, justement, en disant on va essayer, c'est de la recherche. Donc, et c'est pas un chercheur en sciences humaines, c'est un chercheur en IA. Donc, lui, il cherche autre chose. Il cherche à voir si, en prenant une autre voie, on arrive à... Mais il travaille avec des modèles d'écriture, effectivement. Transcription, bien sûr. Oui. Ah non, c'est intéressant, mais voilà, je répète, on est encore dans une phase... Bon, il n'est pas à 92. Non. Il y a la puissance de calcul aussi qui va intervenir. Oui, bien sûr. Vous analysez également les signatures. Oui, alors ça, c'est pas le plus marrant. Oui, Bah non. Et puis alors, si vous voulez, ici, vous avez Claude, évêque de Dijon. Il s'appelait Bouillet. Ça n'a rien à voir avec moi, mais enfin, je retiens du coup. Et si vous voulez, Claude, évêque de Dijon, donc c'est un peu bizarre, c'est un peu... les signatures, c'est différent des autres lignes. Ce qui fait que la machine, à un moment où dès qu'il y avait un truc qu'il ne comprenait pas, boum, Claude, évêque de Dijon. Alors, vous aviez les Claude, évêque de Dijon partout. Voilà, quand je vous dis qu'on arrive à des résultats erratiques, mais il faut les éradiquer. Bien sûr. D'accord. Voilà, bah écoutez. Ah, merci beaucoup. Il y a l'espoir. Très intéressant. Dans quelques années, on fera plus de paléo. Quelques années, on sera...